On nous avait dit que les robots de l'ère 2026 résoudraient le mystère du MH370. Au lieu de cela, 100 millions de dollars ont été dépensés pour prouver qu'un Boeing 777 peut effectivement disparaître. Pas d'épave, pas de réponse, rien. Mais la vraie question n'est pas l'océan. Il s'agit de savoir si les calculs auxquels nous nous sommes fiés pour retrouver cet avion reposaient sur un mensonge depuis le tout début. Pourquoi la recherche à plusieurs millions de dollars pour le vol MH370 vient-elle de s'arrêter ? Chapitre 1. La carte à 100 millions de dollars qui n'a mené à rien. Le 23 janvier 2026. La flotte de robots sous-marins la plus avancée jamais déployée dans l'histoire de l'aviation a fait ses valises et est partie pour le sud de l'océan Indien. Ils n'avaient rien trouvé. Pas un seul morceau confirmé du vol 370 de Malaysia Airlines, le Boeing 777, qui avait disparu en 2014 avec 239 personnes à bord. Au fil des années, les équipes de recherche ont cartographié une zone équivalente à la Grèce, soit 140 000 km² de l'océan le plus hostile. Des vagues plus hautes que les navires, des courants qui dévient sur des kilomètres, une météo si violente qu'elle neutralise des systèmes autonomes. Mais les énormes véhicules sous-marins autonomes d'Ocean Infinity n'étaient pas des machines ordinaires. Ils plongeaient à près de 6000 mètres de profondeur, assez profond pour empiler 13 Empire State Buildings les uns sur les autres. À cette profondeur, la pression écraserait un sous-marin. Et pourtant, ces robots ont scanné le fond marin avec une précision au centimètre près. Ils ont tout fait correctement. Même le PDG d'Ocean Infinity l'a lui-même affirmé. C'était la technologie la plus sophistiquée que l'entreprise ait jamais déployée, exécutée sans la moindre erreur. Et ils n'ont rien trouvé. Pas même un champ de débris, un fragment, ou le moindre morceau d'un Boeing 777. Ce qui signifie que le problème ne venait pas de la recherche ou de la technologie. C'était l'endroit où on leur avait dit de chercher, parce que cet emplacement provenait d'un satellite qui n'avait jamais été conçu pour suivre des avions. Il faisait des calculs pour lesquels il n'avait jamais été conçu, et il a créé une zone de recherche à laquelle tout le monde de l'aviation a fait confiance pendant plus de 10 ans. Chapitre 2. La cruauté de la clarté. Le 8 mars 2026, le PDG d'Ocean Infinity, Oliver Plunkett, a publié un communiqué. Cela coïncidait simplement avec le 12e anniversaire de la disparition du vol MH370. C'était, selon les standards des déclarations d'entreprise à propos d'échecs catastrophiques, remarquablement mesuré. Il a qualifié le défi d'incompréhensible et s'est dit fier de son équipe. Il a affirmé qu'Ocean Infinity avait utilisé sa technologie la plus avancée, mais que l'avion n'était pas à l'endroit recherché. Cependant, une autre phrase de cette déclaration mérite l'attention. Celle qui dit que ne rien trouver a tout de même de l'importance, car cela apporte de la clarté. Cela élimine la zone déjà fouillée, réduit les possibilités et offre aux enquêteurs une carte plus claire. C'est exact. C'est une affirmation scientifiquement valable et raisonnable. C'est aussi, si vous faites partie des 239 familles qui attendent depuis 12 ans un cercueil qui n'est jamais arrivé, une déclaration absolument dévastatrice. La clarté par l'exclusion est un réconfort qui n'a de sens que sur un tableau blanc, pas dans la réalité. Pendant plus de 10 ans, les familles sont assistées à des conférences de presse sans révélation. Ils ont vu des navires de recherche partir avec des liaisons satellites et du matériel ultra-moderne, pour revenir seulement avec des cartes d'un fond marin vide. Ils ont retrouvé des morceaux de l'avion, un flaperon, un carénage de volet, un panneau de stabilisateur horizontal, échoués sur des plages à La Réunion et au Mozambique. C'est la preuve que le MH370 se trouve quelque part dans cet océan, et la confirmation que l'épave existe. C'est un savoir tellement incomplet qu'il ressemble moins à un apaisement qu'à une provocation. VOAS 370, le groupe représentant les familles des passagers et de l'équipage, a affirmé qu'il n'abandonnerait jamais. Ils ont exhorté le gouvernement malaisien à prolonger le contrat d'Ocean Infinity, qui court techniquement jusqu'en juin 2026. Cela leur permettrait d'avoir une nouvelle fenêtre de recherche une fois que l'hiver de l'hémisphère sud relâchera son emprise sur la zone de recherche. Ils demandent que la clause « pas de découverte, pas de paiement » soit aussi appliquée aux autres sociétés aptes à explorer en haute mer. Ils ont décrit l'accord avec la précision de ceux qui savent que la logique contractuelle pèse plus que les appels émotionnels sur les gouvernements. Le gouvernement ne paie rien, à moins que l'appareil ne soit retrouvé. Toute demande d'Ocean Infinity visant à prolonger le contrat de recherche devrait donc être accordée sans hésitation. Le bureau malaisien d'enquête sur les accidents aériens a confirmé l'absence de résultats. Le gouvernement a assuré qu'il tiendrait les familles informées. Ocean Infinity a fait remarquer que son navire de recherche dédié avait depuis été redéployé vers d'autres missions. Et le temps presse concernant le contrat. Rien de tout cela ne relève de l'indifférence. C'est l'après-vie administrative d'une histoire déjà traitée et classée par les institutions.
Les documents sont archivés, les communiqués de presse sont rédigés. La zone de recherche a été écartée, ce qui veut dire que la situation a été clarifiée. Et quelque part dans l'océan austral, un Boeing 777 repose toujours au fond de la mer, attendant encore que quelqu'un pose de meilleures questions que celles que nous posons depuis 12 ans. Chapitre 3. La fausse croyance des 7 arcs. Pour comprendre pourquoi l'échec de 2026 est bien plus qu'une simple déception très coûteuse, il faut comprendre les calculs qui ont défini la zone de recherche. Et pour comprendre cela, il faut revenir à ce dont les enquêteurs disposaient réellement dans la nuit du 8 mars 2014. La réponse est pas grand-chose. Malaysia Airlines, dans une décision de réduction des coûts restée célèbre pour sa radinerie, avait choisi la formule satellite la moins chère pour leur service de communication. Ce service était fourni par une entreprise britannique appelée Inmarsat, dont les satellites gèrent tout, des communications des cargos à la connectivité en vol sur les liaisons long courrier. Encore une fois, il s'agissait du forfait économique, celui qui n'intégrait pas de données de localisation GPS dans les transmissions. Lorsque le vol MH370 s'est éteint et a disparu pendant 6 heures de vol non suivi, la seule preuve qu'il était encore en vol provenait d'une série de 7 échanges électroniques automatisés. Ils ont été envoyés entre les systèmes de communication de l'appareil et un satellite commercial situé à 35 000 km au-dessus de l'océan Indien. Si vous pensez que The Infographics Show utilise une machine secrète pour produire des vidéos en continu, sachez qu'il s'agit surtout de beaucoup de travail. Chaque scène et chaque graphique doit venir de quelque part, et créer tout cela à partir de zéro peut prendre des heures. C'est exactement pourquoi les outils qui accélèrent le processus sont importants. Et cela nous amène à Storyblocks. Storyblocks est une bibliothèque créative tout en un, remplie de séquences vidéo, d'animations graphiques, de modèles et d'incrustations. Donc, au lieu de créer chaque graphique à partir de zéro comme un maniaque privé de sommeil, vous pouvez prendre des éléments déjà soignés, les personnaliser et continuer d'avancer. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration au son naturel. Si vous avez besoin d'une voix rapidement et que je ne suis pas disponible, l'humanité a prévu un plan de secours. Pour des visuels personnalisés, leurs outils de montage vidéo IA, alimentés par Runway, permettent de générer et d'ajuster des éléments rapidement tout en gardant le contrôle. De plus, vous accédez à des milliers de modèles dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, où la plupart des créateurs montent et ajoutent leurs effets visuels. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger un contenu illimité. C'est une option incroyablement économique. Donc, si vous voulez commencer à créer de meilleures vidéos vous-même, rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. Et l'offre se termine bientôt. Alors vous devriez agir rapidement. Commencez à créer de meilleures histoires. Maintenant, revenons à l'épisode. Il n'avait jamais été conçu pour suivre des avions. Un satellite qui était simplement là. 7 signaux. C'est tout. C'est la seule base de preuve pour une zone de recherche de la taille d'un pays. Et il y a autre chose au sujet de ces signaux. Ils ne contenaient aucune information de position. Pas de GPS, pas d'altitude, pas de cap, pas de vitesse, rien qui puisse indiquer où se trouvait l'avion. Ils contenaient des métadonnées, notamment 2 valeurs. Un décalage temporel indiquant aux ingénieurs la distance de l'avion au satellite à chaque transmission. Tracez tous les emplacements possibles à cette distance et vous obtenez un anneau, un arc. La seconde valeur était un décalage Doppler dû au mouvement de l'avion par rapport au satellite, indiquant aux ingénieurs la direction prise par l'avion. Le décalage temporel leur a donné les 7 arcs. Le décalage Doppler leur a indiqué dans quelle direction l'avion se dirigeait, convergeant vers un couloir de probabilité au-dessus du sud de l'océan Indien. Le 7e arc, dernière transmission avant le silence, marque la ligne d'arrivée. L'hypothèse était que, sur cette portion sud, l'avion était tombé en panne de carburant, et que les moteurs s'étaient arrêtés. L'unité de puissance auxiliaire s'était activée juste assez longtemps pour envoyer un dernier signal automatique. Ensuite, l'appareil était descendu sans pilote dans l'eau. Ils appelèrent cela la théorie du vol fantôme. Un avion qui ne répondait plus en pilote automatique, se dirigeant tout droit à vitesse et altitude constante, jusqu'à ce que le carburant soit épuisé. L'équipage et les passagers auraient été rendus incapables d'agir à cause d'un événement inconnu. Il y a juste un problème avec ça. Enfin, plusieurs en réalité. L'un des problèmes, c'est que le satellite qui recevait ces signaux avait une oscillation orbitale connue, une dérive nord-sud périodique d'environ 3 degrés toutes les 24 heures. C'est le genre de choses qu'il faut corriger lorsqu'on fait des calculs précis sur la position des avions.
Lorsque le terminal satellite de l'avion s'est connecté, la correction n'avait pas été mise à jour. Son paramètre d'inclinaison était réglé sur 0, en supposant que le satellite était sur une orbite parfaite, sauf que ce satellite n'était pas sur une orbite parfaite. Des experts en satellite ont soulevé ce point publiquement, en mai 2014, 2 mois après la disparition de l'avion. Les implications complètes pour la précision du couloir de recherche dérivé n'ont jamais été officiellement résolues. En fait, elles ont été largement ignorées. Deuxièmement, l'hypothèse du vol fantôme exige que l'avion ait volé en ligne droite, à une vitesse et une altitude constantes, pendant environ 6 heures. Toute déviation, chaque virage, changement d'altitude ou ajustement de vitesse, déplace la position finale sur l'arc, potentiellement de plusieurs centaines de kilomètres. Le modèle a choisi le vol le plus simple, puis a construit une stratégie de recherche à plusieurs millions de dollars sur cette base. Le troisième problème, et c'est celui dont on ne parle pas assez, c'est que le 7e arc n'a jamais été un emplacement. C'était un couloir de probabilité. L'ensemble des efforts de recherche, de l'opération de plusieurs années de l'ATSB à l'expédition d'Ocean Infinity en 2018 et à sa nouvelle recherche prévue pour 2025-2026, n'était guère plus qu'un pari éclairé sur la section de l'anneau la plus probable. Un pari fondé sur la modélisation du carburant, l'analyse de la dérive océanique et la théorie du vol fantôme, s'appuyait sur des données satellites détournées de leur usage initial. Ce pari est désormais perdu. Les zones de recherche sont restées vides. Il devient de plus en plus difficile de soutenir que cet avion se trouve encore dans le même couloir, à un endroit que nous n'avons pas encore exploré. Ce que l'échec de 2026 exige, c'est quelque chose de plus inconfortable qu'un simple communiqué institutionnel. Il faut réévaluer sérieusement si la zone était adéquate dès le début, et si les calculs étaient assez fiables pour supporter ce poids aussi longtemps. Ce n'était sans doute pas le cas. Et quelqu'un le savait probablement en mai 2014, lorsque les experts en satellite ont commencé à poser des questions qui ont été discrètement mises de côté, alors que les navires se dirigeaient déjà vers le sud. Chapitre 4. Ombre dans l'abîme. Il y a un autre facteur qui fait rarement la une des journaux. Cela n'exonère pas les responsables des recherches, mais c'est quelque chose que nous devrions prendre en compte. Le fond de l'océan n'est pas un parking. La zone de recherche se situe au-dessus d'une des parties les plus géologiquement instables du plancher océanique profond. La formation Broken Ridge est un immense plateau sous-marin créé par une ancienne activité volcanique et un rifting tectonique, et elle domine la partie nord de la zone de recherche. Son flanc sud plonge à plus de 16 700 pieds en une seule falaise. Des falaises sous-marines montent à plus de 3300 pieds au-dessus du plancher océanique. Par endroits, les pentes sont presque verticales, et des blocs de faille de la taille de villes moyennes sont dispersés sur le terrain. Pour donner un contexte, le Grand Canyon atteint environ 5900 pieds à son point le plus profond. Ce terrain présente un relief vertical comparable à plusieurs endroits. Et cela concerne une zone qui, avant cet impact, n'avait jamais été cartographiée avec une résolution utile. Les anciennes cartes du fond marin issues des satellites avaient une résolution de 4900 pieds par pixel. Essayer de trouver un avion de 200 pieds avec ces cartes serait presque impossible. Le sonar à balayage latéral, l'outil principal de détection utilisé par ces robots sous-marins, fonctionne en envoyant des impulsions sonores de chaque côté, puis en enregistrant ce qui est renvoyé. Il est extrêmement efficace sur un terrain plat, ou légèrement vallonné, mais tout ce qui est caché dans l'ombre acoustique d'une falaise lui est pratiquement invisible. Un avion posé au pied d'une falaise sous-marine de 800 mètres approché sous le mauvais angle n'apparaîtrait pas sur le sonar. Il semblerait invisible, indiscernable du fond marin. L'avion pourrait-il donc être dans la zone de recherche sans que nous puissions le voir? Oui, c'est techniquement possible. Mais est-ce suffisant pour expliquer 12 ans et 3 grandes opérations de recherche qui n'ont rien donné? Probablement pas. Ce qui nous amène à la question que l'enquête officielle a passé une décennie à éviter de poser ouvertement. Chapitre 5. La rébellion Wesper. Pendant que les robots d'Ocean Infinity scannèrent la zone de recherche officielle, un ingénieur aérospatial britannique à la retraite nommé Richard Godfrey était assis à un bureau ailleurs, en train de faire des calculs dont l'enquête officielle ne voulait pas entendre parler. Godfrey n'est pas un illuminé. C'est important de le préciser d'emblée, car ce qu'il propose ressemble, à première vue, au genre de choses qui vous excluent des conversations sérieuses. Il a conçu des systèmes avioniques, pour le Boeing 747 et le Panavia Tornado. Il a été le membre fondateur du MH370, Independent Group, un collectif bénévole d'ingénieurs, de pilotes et de scientifiques qui analyse cette affaire depuis 2014. Le Bureau australien de la sécurité des transports reconnaît même son travail.
Cet homme a des références. Cependant, c'est sa théorie qui complique les choses. Godfrey s'est penché sur ce qu'on appelle les données Whisper. WSPR signifie Weak Signal Propagation Reporter, et c'est un réseau mondial de stations radio amateurs qui s'envoient continuellement des signaux pour tester les conditions radio atmosphériques. Toutes les 2 minutes, ces stations envoient des signaux à faible puissance dans le monde entier, chaque résultat étant enregistré dans une base publique. L'argument de Godfrey est qu'un gros avion traversant la trajectoire de l'un de ces signaux crée une perturbation détectable comme une ombre dans les données. Et, en passant au peigne fin, les journaux Whisper, de la nuit du 8 mars 2014, il affirme pouvoir reconstituer la véritable trajectoire de vol du MH370. Sa conclusion est que l'avion se trouve autour de 33 degrés de latitude sud à environ 1200 miles à l'ouest de Perth. C'est précisément au milieu de la zone déjà fouillée par les recherches officielles. La réaction de la communauté scientifique à cela a été, pour le dire diplomatiquement, sceptique. Les experts en radio affirment qu'un signal dispersé par un avion serait bien trop faible pour être détecté avec fiabilité. Victor Ianello, l'un des analystes indépendants les plus respectés de toute la communauté du MH370 et ancien collaborateur de Godfrey, a publié des réfutations techniques détaillées. L'ATSB a reconnu Godfrey comme crédible sur le sujet du MH370 en général, tout en prenant soin de ne rien dire de positif à propos de Whisper en particulier. Donc, Whisper pourrait être erroné, et il l'est probablement, selon le consensus scientifique actuel. Mais la véritable contribution de Godfrey va au-delà de la méthode radio. Il s'agit surtout de demander que les calculs d'Inmarsat soient vus comme une hypothèse, non un verdict. Cela est aujourd'hui plus difficile à contester. Chapitre 6. La théorie du pilote actif. Vous vous souvenez de la théorie du vol fantôme ? Cela exige que le MH370 vole sans dévier jusqu'à ce que le carburant soit épuisé, et qu'il tombe directement dans la zone précise de l'océan que les calculs avaient prédite. Pourtant, toutes les zones fouillées étaient vides, suggérant que l'océan a caché l'avion, ou qu'il ne s'est pas comporté comme l'exige la théorie du vol fantôme. Et si ce n'est pas le cas, il n'y a vraiment que 2 explications. Soit quelque chose de catastrophique s'est produit à bord, et personne n'a pu l'expliquer complètement, soit quelqu'un le pilotait encore délibérément. L'argument du camp de la défaillance catastrophique mérite d'être entendu. Certains enquêteurs pensent qu'un incendie ou une panne électrique soudaine aurait pu simultanément mettre hors service le transpondeur, l'AC-ARES et les radios lors d'un seul événement en cascade. L'équipage, soudainement aveugle au monde extérieur, a fait demi-tour vers l'aéroport le plus proche. Il dispose d'environ 30 à 60 secondes de temps de conscience utile avant que l'hypoxie ne s'installe. L'autopilote du Boeing 777, conçu avec une redondance extraordinaire, maintient l'avion stable et en vol bien après que les humains ne soient plus capables de le piloter. Un vol fantôme, en d'autres termes, mais qui a commencé comme une urgence désespérée et non comme un plan sinistre. C'est une théorie cohérente. Le problème, ce sont les 6 heures. L'histoire de l'aviation ne compte aucun cas confirmé d'un incendie en vol suffisamment grave pour incapaciter tout un équipage, sans également détruire l'appareil en moins d'1 heure. Ce qui remet la théorie de l'action délibérée sur la table. C'est plus difficile à écarter que ce que l'on voudrait. Nous savons que le MH370 ne s'est pas égaré par hasard. Il a effectué un virage précis de 180 degrés, puis a suivi une trajectoire qui a évité la couverture radar indonésienne. Le système de communication par satellite a été réactivé en plein vol au-dessus du détroit de Malacca, dans une manœuvre qui n'a aucune explication accidentelle satisfaisante. Et sur le simulateur de vol personnel du capitaine Zahari Ahmad Shah, les analystes du FBI ont trouvé 6 points de données représentant un vol simulé depuis Kuala Lumpur. Ils sont sortis au-dessus du détroit de Malacca, ont viré vers le sud, puis ont descendu au-dessus d'une zone isolée de l'océan Indien jusqu'à l'épuisement du carburant. C'était une trajectoire de vol qui ressemblait beaucoup à la route reconstituée du MH370. Rien de tout cela n'est une preuve. Les données du simulateur ont été contestées et nuancées depuis une décennie. Le rapport officiel malaisien n'a tiré aucune conclusion sur ce qui s'est passé à bord. L'échec de la recherche en 2026 évoque discrètement un pilote actif non contraint d'atterrir à l'endroit prévu par les calculs de carburant. Un vol plané contrôlé avec un dernier changement de cap. Un choix délibéré sur l'endroit où cela se termine. N'importe laquelle de ces manœuvres place l'épave en dehors d'une zone de recherche construite entièrement sur l'hypothèse que personne n'effectuait la moindre manœuvre. Chapitre 7, la géopolitique du silence. Suite à la déclaration officielle du 8 mars 2026 d'Ocean Infinity, annonçant la fin des recherches, aucun gouvernement n'a convoqué de conférence de presse d'urgence.
Aucun ministre des Transports n'était à Pékin pour soutenir les familles. Le gouvernement malaisien et le bureau des accidents aériens ont promis d'informer les familles de tout développement. Et tout simplement, un mystère de 12 ans et de 250 millions de dollars est administrativement réduit au silence. Ce silence a un certain sens politique si l'on accepte de remonter la piste de l'argent et de l'embarras. La Malaisie a passé des années à gérer une histoire révélant de graves lacunes dans son contrôle du trafic aérien, la surveillance radar militaire et sa réponse initiale. La recherche conjointe internationale dirigée par la TSB a coûté à elle seule environ 200 millions de dollars australiens. La Chine a perdu 153 des 239 personnes à bord et entretient une relation diplomatique complexe avec la Malaisie, qui existait bien avant cette tragédie et qui lui survivra longtemps. Personne autour de ces tables n'a vraiment intérêt à financer une nouvelle recherche qui pourrait, une fois de plus, ne rien donner. Voice 370 continue de se battre. Les familles attendent toujours. Le contrat expire en juin, discrètement, sans facture à régler et sans conférence de presse à organiser. Quelque part dans le sud de l'océan Indien, ou peut-être au-delà, un Boeing 777 repose au fond de quelque chose, en attente. Nous avons créé le dispositif de recherche le plus sophistiqué jamais conçu, et sommes revenus avec une carte montrant où il n'est pas. Si l'ampleur de l'erreur humaine, de la panne mécanique et de la négligence autour du vol MH370 vous fait douter de chaque carte d'embarquement, rassurez-vous, on en a encore. Retrouvez-en plus dans notre vidéo sur les catastrophes aériennes les plus folles de l'histoire de l'humanité. Votre peur de l'avion ne sera plus jamais la même, ou regardez plutôt cette vidéo.